dernières années, la République populaire de Chine, dans sa quête d'influence, a rencontré quelques obstacles sur la scène internationale. Les médias occidentaux mettent l'accent sur la responsabilité de la Chine dans la propagation du coronavirus, la mise sous tutelle de Hong Kong, les menaces à l'encontre de Taïwan, la répression contre les Ouïghours au Xinjiang ou encore les accusations de piège à dette pour faire plier les pays en voie de développement. Et récemment, une nouvelle polémique surgit, celle de la diplomatie des loups guerriers, une politique extérieure plus agressive qui choque de nombreux cercles des démocraties occidentales. De quoi s'agit-il? C'est une nouvelle doctrine diplomatique pilotée au plus haut niveau de l'État. Elle est plus dure et adopte une position plus belliqueuse, ce que de nombreux analystes interprètent comme une stratégie de chantage et de coercition. Elle contraste avec la diplomatie douce à laquelle nous avait habitué l'Empire du Milieu ces derniers millénaires. En tout cas, s'il est un peu tôt pour évaluer le gain d'influence, la popularité de la Chine en a pris un coup. Entre 2015 et 2020, l'opinion à l'égard de la Chine s'est effondrée dans pas mal de pays. Alors quelle est cette nouvelle politique extérieure et qui gagne réellement la Chine? La Chine grommelle. La Chine paisible que Deng Xiaoping a tant voulu voir émerger a cédé sa place à une Chine incisive, celle de Xi Jinping. On parle de l'avènement de la diplomatie des loups guerriers. Cette nouvelle doctrine diplomatique implique aussi un changement de paradigme. Elle laisse aussi entrevoir la vision du Parti communiste chinois, le PCC, sur le rôle économique, politique et militaire que doit assumer la Chine dans le monde. Alors quels sont les enjeux de cette nouvelle diplomatie et quels changements induit-elle? Déjà, c'est l'approche militaire qui reflète le plus fortement cette nouvelle stratégie. L'intimidation des adversaires idéologiques passe à travers une armée puissante. Et cette dernière décennie, la Chine a investi massivement dans la remise à niveau de la PLA, l'armée populaire de libération. Il vous reste toutefois une sacrée marge de progression pour rattraper les ténors, à savoir les États-Unis. Le budget militaire états-unien pèse plus que la combinaison des 25 pays suivants dans le classement, parmi lesquels de nombreux alliés. Mais l'armée n'est pas le seul vecteur de dissuasion de la diplomatie chinoise nouvelle génération. C'est une stratégie intégrale et sa première ligne de front, c'est son personnel diplomatique. Une part non négligeable des effectifs des ambassades et des consulats chinois compte désormais parmi ses attributs la désinformation et l'identification d'alliés idéologiques dans la société civile. Ça peut être des journalistes, des universitaires, des personnalités médiatiques et politiques. Pour vous donner une idée, en France, on a Mélenchon ou Maxime Vivas pour la question des Ouïghours. Il y a aussi le cas très particulier de Raffarin, l'ex-premier ministre qui a été nommé représentant spécial du Quai d'Orsay pour la Chine et qui préside la très sinophile fondation Prospective et Innovation. Un ancien ambassadeur de France à Beijing, Jean-Maurice Ripert, les désigne très élégamment des Français pandas. Perso, je préfère l'expression idiot utile. On a eu aussi l'affaire Lorraine Beaumont, une journaliste française dont les tribunes pro-Xinjiang ont été publiées sur CGTN, un média d'État chinois. Les suspicions initiales concernant son existence réelle ont ensuite laissé place à une méfiance vis-à-vis de son témoignage car les éléments de langage qu'elle employait ressemblaient fortement à ceux du parti. Elle avait même travaillé comme présentatrice pour la chaîne CCTV, une chaîne pas spécialement réputée pour son indépendance et son éthique journalistique. La diplomatie chinoise sollicite dorénavant un militantisme prononcé de la part de ses représentants à l'étranger et des alliés idéologiques issus de la société civile. Les réseaux sociaux sont un formidable agent de dissémination idéologique. Une armada de faux profils renforce la communication chinoise sur Twitter. Et malgré leur efficacité, ils ne constituent qu'un outil supplémentaire aux côtés de l'arsenal de sanctions économiques que peut déployer la Chine contre ses opposants politiques. Franchir la ligne rouge. Les sanctions économiques sont souvent évoquées dans le cadre de mobilisations occidentales contre des régimes abusifs non alignés. Les puissances traditionnelles comme la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont une lecture très scolaire des relations internationales. Alors voici ce qu'en dit la théorie. On définit les relations internationales selon 4 grands courants de pensée, les réalistes, les libéraux, les marxistes et les constructivistes. En l'occurrence, on peut penser que les démocraties occidentales adhèrent à la théorie réaliste, selon laquelle la guerre est inévitable car la distribution et le recours à la force sont les facteurs principaux conditionnant les relations interétatiques. C'est pourquoi ces puissances focalisent leur effort sur la conquête territoriale et la dissuasion militaire. L'approche chinoise est plutôt libérale. Elle favorise donc ses 2 grands avantages compétitifs, à savoir sa puissance industrielle et son poids démographique. Pour illustrer notre sujet, on va s'intéresser au cas de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Lituanie. Et évidemment, on va un peu parler de notre belle patrie. Ces pays, pourtant si différents les uns des autres, présentent une similitude et sont touchés de plein fouet par l'ire de Beijing et de son dirigeant Xi Jinping.
En 2017, la Corée du Sud a autorisé l'installation sur son territoire du système de défense antimissile à haute altitude états-unien, le THAAD, le THAAD. Évidemment, la Chine s'est immédiatement révoltée contre cette décision. Selon Beijing, les puissants radars états-uniens présentent des risques contre les intérêts chinois en permettant de suivre les mouvements de ses armées sur son propre territoire. Mais à l'époque, les tensions entre les Corées du Sud et du Nord étaient vives en raison des tests de missiles intercontinentaux nord-coréens, ce qui explique le feu vert des autorités de Séoul au déploiement du THAAD. Le gouvernement chinois a donc lancé une campagne de boycott contre les entreprises d'origine sud-coréenne. La première conséquence, ce fut une forte baisse du tourisme chinois qui a chuté de 50%, coûtant ainsi plusieurs dizaines de millions de dollars en chiffre d'affaires aux entreprises sud-coréennes dépendantes de l'industrie du tourisme. Ensuite, les consommateurs chinois ont boycotté des entreprises, à l'instar du groupe Lotte, propriétaire du terrain de golf où fut installé le THAAD. La marque Lotte, c'était une centaine d'hypermarchés répartis sur tout le territoire chinois. D'un côté, le nationalisme exacerbé chez de nombreux citoyens chinois, d'un autre, l'hostilité évidente du gouvernement face aux marques sud-coréennes ont profondément impacté l'activité du groupe sur le territoire chinois. Et bien sûr, il va sans dire que toutes les nouvelles licences ou autorisation d'ouverture de nouveaux magasins furent gelées. L'entreprise finit même par annoncer son départ définitif de Chine. Pareil pour l'industrie automobile sud-coréenne, Hyundai et Kia pour la tech comme LG ou Samsung, sans arriver toutefois au point d'annoncer la cessation de leur activité. Cela dura jusqu'en 2019 lorsque Beijing décida de mettre fin à l'affaire. Je me permets de glisser une anecdote personnelle pour nuancer mon discours. Lorsque j'étais en fonction à Beijing, j'ai eu l'occasion de m'entretenir en off avec un haut fonctionnaire chinois qui m'a expliqué qu'une des craintes du gouvernement, c'était la versatilité de l'utilisation du système antimissile. Un missile THAAD a une portée d'environ 200 à 400 km, suffisant pour intercepter des missiles lancés par Pyongyang à destination du territoire sud-coréen. Il faut savoir que la distance entre les deux villes est de seulement 195 km. Assez déconcertant quand on sait qu'il s'agit d'une des frontières les plus dangereuses du globe. Bref, cette source qui m'a expliqué que les missiles qui avaient été installés sur le territoire sud-coréen avaient une portée effective d'environ 2000 km, soit 10 fois plus que la capacité nécessaire à l'interception de missiles nord-coréens. Placés sur des pieds rotatifs, ces missiles pouvaient donc être dirigés en quelques secondes vers le territoire chinois, limitant ainsi la capacité de projection militaire de la Chine. Connaissant les techniques d'intimidation états-unienne, je n'écarte pas la possibilité que ça soit vrai. Il s'agit en tout cas de l'argumentaire de l'État chinois que je vous restitue tel quel. Place à un autre pays, l'Australie. Malgré son alliance avec les États-Unis, l'Australie est un partenaire commercial de poids pour la Chine, lui fournissant charbon, fer et gaz outre produits agroalimentaires. Entre les années 2009 et 2019, les exportations australiennes vers la Chine ont triplé pour dépasser les 110 milliards de dollars. Et en 2020, le gouvernement australien a sollicité une enquête internationale indépendante sur les origines de la Covid-19. Ça n'a pas fait plaisir à Beijing, mais alors pas du tout. Une semaine après la demande australienne, l'ambassadeur de Chine à Canberra, la capitale australienne, Chen Jingye, émit des menaces de boycott à l'encontre de l'Australie. Et ce n'étaient pas des menaces en l'air. Ils ont progressivement réduit à zéro les importations de charbon australien et introduit des droits de douane affectant les exportations australiennes. Et on sait à quel point les mines de charbon sont importantes pour l'économie australienne. Orge, viande, vin, cuivre, bois, ce sont plusieurs industries australiennes qui furent assez durement touchées par les sanctions chinoises. Ironie de l'histoire, non seulement Canberra n'a pas bougé d'un iota, elle a fait volte-face concernant sa politique étrangère. AUKUS, la nouvelle alliance entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, ça vous parle? C'est la crise des sous-marins australiens qui s'est faite aux dépens de la France. Le jeu d'équilibriste qui a duré plusieurs décennies entre les États-Unis et la Chine est terminé. Canberra a choisi Washington. L'Australie recevra son premier sous-marin nucléaire 5 ans avant la date prévue, car les États-Unis accélèrent le projet en injectant 90 milliards de dollars face à la montée des tensions avec la Chine. Cela dit en passant, le boycott économique de la Chine contre la Corée du Sud n'a pas non plus mené à des résultats probants. Contrairement à la crise des missiles cubains, au cours de laquelle l'URSS fit marche arrière à la suite du retrait par les États-Unis de leurs missiles installés en Turquie et en Italie, le déploiement du THAAD en Corée du Sud a continué. La stratégie du loup guerrier adoptée par la Chine ne semble pas lui convenir. Le dernier exemple en date, c'est un tout petit pays, une épine dans le pied du géant chinois, la Lituanie. Une nation de 2,8 millions d'habitants qui exporte plus de 350 millions de dollars de produits en Chine, notamment des céréales, et importe pour 1,3 milliard de dollars de biens chinois, surtout des produits électroniques. Inquiète de l'influence grandissante de la Chine dans ses affaires internes et du risque réel d'ingérence, la Lituanie s'est retirée du groupe 17+1, une initiative de Beijing qui visait à rassembler tous les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale. Un camouflet pour Beijing. Mais le verre de Rome de trop, pour reprendre l'expression d'un diplomate lituanien rencontré à Beijing, c'est lorsque Vilnius autorise l'ouverture par Taïwan d'un bureau de représentation dans la capitale lituanienne. Et cerise sur le gâteau, sous son propre nom, c'est-à-dire le bureau de représentation de Taïwan en lieu et place du plus habituel bureau de représentation de Taipei. Le gouvernement chinois a répliqué en interdisant les importations directes en provenance de la République balte.
Mais il a également fait pression sur les entreprises européennes qui manufacturent leurs produits en Chine pour qu'elles cessent d'utiliser des composants en provenance de Lituanie. Le fabricant allemand de composants automobiles Continental a été une victime collatérale de la joute entre David et Goliath. C'est bien connu, c'est au porte-monnaie qu'il faut frapper. L'économie lituanienne commence à accuser le coup malgré le refus des autorités de rendre publiques les données douanières. Mais le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un plan d'aide de 130 millions d'euros pour soutenir les entreprises lituaniennes impactées par ces sanctions économiques. Les exportations lituaniennes à destination du marché chinois ont presque disparu dans le cadre du conflit taïwanais. Les données publiées par les douanes chinoises donnent un premier aperçu de l'ampleur du blocus non officiel, avec une baisse de 91,4% en décembre des expéditions en provenance de l'État balte. Or, la Lituanie a persévéré dans le rapprochement avec Taïwan et à présent, c'est l'Union européenne qui envisage à son tour de riposter. Rappelez-vous de Gabrielius Landsbergis, le ministre lituanien des Affaires étrangères, fervent défenseur de la démocratie et garde-fou contre les régimes autoritaires. À l'initiative de cette contestation de l'absolutisme chinois, russe ou biélorusse, il est fort à parier que l'on entende à nouveau parler de lui dans les années à venir. L'UE élabore de nouvelles mesures contre la coercition économique. La Commission européenne ne veut plus supporter le chantage économique exercé par la Chine. La France envisage une action anti-chinoise rapide pour appuyer la Lituanie dans la guerre commerciale. Visiblement, la stratégie des loups guerriers semble surtout braquer les interlocuteurs de la Chine, comme l'ont démontré les cas de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Lituanie. Pareil pour Taïwan, quand en 2016, la Chine avait lancé un boycott contre l'île après la victoire de Tsai Ing-wen à la présidence de la République de Chine et avec le Canada dans l'affaire Meng Wanzhou, la fille de Zheng Zhengfei, le fondateur de Huawei. Cette affaire fascinante avait vu 2 citoyens canadiens être pris en otage par la Chine qui exigeait la libération de la femme d'affaires. Celle-ci était accusée d'avoir menti concernant les activités du groupe Huawei en Iran. Le Canada avait été obligé, en vertu d'un accord avec les États-Unis, d'arrêter Meng Wanzhou avant de possiblement l'extrader vers les États-Unis à la demande de ces derniers. Les 2 Canadiens, un ex-diplomate et un homme d'affaires, avaient quant à eux été accusés d'espionnage au profit de puissances étrangères. Ce qui est réellement intéressant dans cette histoire, c'est d'observer que les autorités chinoises cherchaient à faire pression sur l'exécutif canadien car elles ne comprennent pas que dans les démocraties occidentales, l'exécutif et le judiciaire sont relativement séparés. Plus proche de nous, on a également les cas des ambassadeurs Hui Song-yo à Stockholm et Liu Xiaoye à Paris. Le premier avait été convoqué à plus de 40 reprises par le MAE suédois avant son départ fin 2021 pour avoir vertement critiqué les opposants au régime chinois et harcelé des chercheurs et des universitaires suédois. La relation entre les 2 pays s'était fortement détériorée à la suite de l'arrestation et de la condamnation, dont la légalité est fortement questionnable, d'un écrivain dissident sino-suédois résidant à Hong Kong. Pour ce qui est de Liu Xiaoye, c'est un personnage haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Son premier coup d'éclat, c'était sur Twitter après avoir traité le chercheur Antoine Bondaz de la Fondation pour la recherche stratégique de Petite Frappe, de Yen Fol et de troll idéologique sur le compte officiel de l'ambassade de Chine en France. On avait déjà eu l'occasion de se frotter au personnage lorsqu'il avait accusé le personnel soignant des EHPAD d'avoir déserté leur poste au début de la pandémie, abandonnant ainsi les pensionnaires à leur sort. Un autre incident questionnable est celui du partage d'une caricature antisémite et anti-impérialiste, mais l'ambassade a nié toute implication en expliquant qu'il s'agissait d'un piratage. Why not? La posture de la Chine semble aujourd'hui beaucoup plus fragile qu'elle ne l'était il y a quelques années. Fini le temps de la diplomatie des agneaux, pour reprendre les termes de la Zhongguo Zhufaguo Dashiguan, l'ambassade de Chine en France. À votre tour du coup, que penser de la diplomatie chinoise des loups guerriers? Comment les pays concernés doivent-ils y faire face? N'oubliez pas de vous abonner et suivez-nous aussi sur Instagram et LinkedIn pour être avertis en temps réel des prochaines vidéos. Man Manzo, à vous les studios.